L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. La violence de la campagne fut inouïe. Les dépouillements sont encore en cours dans une grande partie des bureaux de vote américains. Mais Donald Trump pourrait avoir gagné cette élection, et je parle bien au conditionnel à l'heure où nous nous parlons. Si les deux candidats ont détourné leur regard du vieux continent, l'Europe scrute avec beaucoup d'intérêt le résultat des urnes. Les conséquences de l'élection, qu'elles soient de Kamala Harris ou de Donald Trump, pourraient avoir un certain nombre de conséquences même en Europe. C'est ce que l'on va décrypter avec notre invité ce matin, Louis Dauphren. Oui, qui va nous en parler dans un instant, mais peut-être peut-on confirmer dans l'immédiat si la Pennsylvanie est bien tombée pour Donald Trump, parce que c'est quand même clé, ça veut dire que c'est plié pour lui si jamais il a gagné la Pennsylvanie. Alors je ne sais pas, moi j'essaie d'avoir l'information, on me dit que oui depuis quelques minutes, mais... Oui, absolument, selon l'AFP, du moins, Donald Trump aurait remporté une victoire cruciale dans l'État clé de Pennsylvanie. Donc ça veut dire qu'il a gagné. On peut poser la question à notre invitée, même si elle ne veut pas parler de politique intérieure américaine, est-ce que c'est quand même un marqueur extrêmement fort si cet État pivot bascule ? C'est en effet un marqueur très très fort, mais je reste quand même dans le conditionnel de mes analyses jusqu'à ce qu'on ait un résultat officiel. Gesine Weber, je rappelle que vous êtes chercheuse au think tank German Marshall Fund of the United States, spécialiste de sécurité et de défense européenne. Effectivement, quel regard vous portez sur ces premiers résultats ? On entend vous parler au conditionnel, mais quel regard vous portez sur ces résultats qui nous parviennent ? Je pense qu'en général, la campagne était très serrée et... en effet, tout était possible hier soir. Donc, en tant qu'Européens, on a toujours réfléchi aux deux scénarios. Donc, à la fois un scénario Harris qui aurait certainement rassuré les Européens, mais aussi un scénario Trump qui aura des conséquences beaucoup plus larges pour les Européens. Quelles conséquences concrètes, justement, pour les Européens d'une possible victoire de Donald Trump ? Tout d'abord, c'est la conséquence de l'imprévisibilité. Parce que Donald Trump a toujours été quelqu'un, lors de sa première présidence, qui avait tendance à prendre des décisions d'une manière, disons, très spontanée. Cela n'a pas toujours facilité la vie pour les Européens. De notre côté, en général, le style politique de Donald Trump est un style très transactionnel. Ce qui veut dire aussi... tu donnes quelque chose. Oui, c'est précisément ça. Du deal. Et cela, c'est par exemple aussi reflété dans son approche envers l'OTAN, où il a toujours dit quand les Européens ne payent pas, quand ils ne dépensent pas les 2% du PIB, comme c'était déjà prévu depuis 2014, il n'aura pas la volonté de les protéger. Donc, pour les Européens, avec un scénario Trump, et c'est quand même le scénario qui se dessine à ce moment, il y a beaucoup plus d'incertitudes, mais aussi, je dirais, beaucoup plus de risques en général pour la sécurité européenne, surtout à cause de cette incertitude. Si Trump passe, l'OTAN a-t-elle un avenir ? Je pense qu'elle aura un avenir, mais ça serait très probablement l'OTAN qui est très différente à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN est bien sûr une alliance militaire dans laquelle les Américains prennent vraiment une place cruciale et jouent un rôle absolument crucial. Toute idée de la dissuasion européenne repose sur la crédibilité de la garantie de sécurité par les Américains. Néanmoins, cette garantie de sécurité nécessite aussi que les États-Unis assurent qu'ils vont répondre, par exemple, à une attaque contre un État membre européen. Mais si vous avez un président qui est assez imprévisible et qui met aussi de manière très ouverte en question cette garantie, il y a un effet où c'est relativement clair que ça pourrait affaiblir cette garantie de sécurité. Pour cela, la question si Donald Trump ou si les États-Unis sous Trump resteraient dans l'OTAN est pas forcément la question la plus importante, parce que la mise en question de la garantie de sécurité peut même se faire quand les États-Unis restent un pays membre de l'OTAN. Donc la vraie question, c'est dans quelle mesure les États-Unis continuent à garantir leur alliance, quelque part, avec les États de l'Europe. Mais est-ce que vraiment, même si Trump passe, a-t-il le pouvoir suffisant pour remettre en question ce type de garantie d'alliance mutuelle ? Oui, tout à fait, parce qu'en général, la garantie de sécurité dans l'OTAN, je rappelle, en général, on fait référence à l'article 5 qui dit que quand un État membre de l'OTAN est attaqué, les autres viendront à son aide. Il y a une défense mutuelle. Oui, il y a une défense mutuelle, mais il faut absolument comprendre que cette défense mutuelle n'est pas automatique. Donc, si par exemple un pays de l'OTAN est attaqué,
les autres États membres doivent se décider à venir à son aide. Et Ce qui est en soi un mécanisme assez dangereux d'ailleurs. Hein. La guerre de 14 a commencé comme ça, hein, par l'enchaînement des alliances. Hein. Donc Oui. c'est aussi dangereux le fait que je réponds parce que un ami a été attaqué. On sait où ça peut nous mener. Au départ, c'était la Serbie qui avait été attaquée. La Serbie nous a amené à la guerre de 14. Oui, mais mon argument ici, c'est qu'en général, si les États-Unis souhaitent réagir en protégeant un allié, ils peuvent le faire, mais rien ne les oblige. Donc, si par exemple, En l'état actuel des choses déjà. oui, donc même aujourd'hui ou même sous une présidente Kamala Harris, si un État de l'OTAN est attaqué, rien ne l'oblige de, par exemple, défendre cet État, d'envoyer des troupes, quoi que ce soit. On l'a vu, par exemple, aussi avec l'Irak dans les années 2000, où vous aviez des divisions assez importantes dans l'Alliance. Gesine Weber, vous êtes d'origine allemande. Les Allemands et les Français ont des intérêts assez divergents et des conceptions assez divergentes en matière de défense. L'Allemagne est vraiment un porte-avions américain en Europe. La France a une vision tout à fait différente avec son indépendance nucléaire. Et on parlait du général de Gaulle hier, qui avait déjà anticipé le fait que les États-Unis ne reviendraient pas forcément à la rescousse de l'Europe en cas de problème sur le continent européen. Donc nous invitons en fait à une responsabilité par rapport à notre défense. Donc si jamais c'est Donald Trump qui appelle l'Europe à la responsabilité en matière de défense, c'est plutôt bon pour la défense française et la position française, non? Pas forcément. Et peut-être pour rebondir sur votre constat de début, je dirais aussi que c'est important de comprendre que les conclusions qui ont été tirées à Paris et à Berlin de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont complètement juxtaposées. Les conséquences tirées à Berlin était surtout que toute défense européenne, toute la sécurité européenne doit être construite de manière transatlantique. Et la conclusion tirée à Paris était plutôt le contraire, qui était nous, en tant qu'Européens, doivent être capables d'assurer notre sécurité, notre défense, quoi que se passe aux États-Unis. Et c'est là où on voit surtout les deux visions qui ne sont pas forcément compatibles. Donc, avec une éventuelle victoire de Donald Trump, évidemment, la question se pose. Donc, quelles mesures Berlin va éventuellement revenir sur sa position actuelle, sachant que les États-Unis seront peut-être ou très probablement pas le partenaire le plus fiable. Que penser de la manière dont Donald Trump envisage le rapport avec la Russie? Est-ce qu'il va déverrouiller la chose? Je dirais pas que ça va déverrouiller la chose En d'une 24 heures, perspective. annonce-t-il. En 24 heures, 24 heures chrono. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas que ça aille arriver. Mais surtout, d'une perspective européenne, quoi qu'il décide à faire, à mon avis, ça ne va pas du tout déverrouiller les choses. Parce que connaissant les approches de Trump, sachant qu'il est très transactionnel, très dans l'art du deal, même dans la politique, il semble quand même bien probable qu'il va éventuellement trouver une deal avec Donald Trump sans avec prendre en Poutine. avec Poutine, sans prendre en compte les intérêts européens ou les intérêts ukrainiens. Et de quelle nature pourrait-il justement avoir ce deal, cet accord? Ça sur quoi? Ça, c'est la grande question que je pense tout le monde se pose et je peux absolument pas y répondre parce que Donald Trump avait toujours un peu la tendance à nous surprendre avec je prends les un deals. exemple. Ce qui pourrait peut-être être possible, ce serait qu'il négocie une sorte de cessez-le-feu selon les conditions que Poutine avait imposées. Et pour les Européens et pour l'Ukraine, ça serait évidemment désastreux. Ce qui serait difficile aussi pour Donald Trump, ça serait quand même d'encaisser d'une certaine façon une forme d'aveu de faiblesse. Puisque si jamais il se met à reconnaître qu'avec un budget 10 fois supérieur, un budget militaire 10 fois supérieur à celui de la Russie, finalement il s'aligne sur les positions russes, ça serait perçu quand même aux États-Unis comme un aveu de faiblesse. Je ne suis pas complètement sûre, parce qu'en général, on a vu lors des votes, par exemple au Congrès, au Sénat, sur le soutien américain à l'Ukraine, donc sur le soutien militaire, que c'est en effet une question qui divise les Américains, sachant que la trajectoire stratégique des États-Unis s'oriente de plus en plus vers l'Indo-Pacifique, ce qui est d'ailleurs le cas depuis le pivot vers l'Asie sous Obama. Ou dans la perspective de beaucoup d'Américains,
l'Europe n'est pas le théâtre prioritaire pour la sécurité américaine. Donc, d'une perspective républicaine, ou d'une perspective de Donald Trump et son électorat, l'idée de terminer cette guerre, l'idée d'envoyer de plus en plus d'aide militaire à l'Ukraine, et faire un deal, quelle que soit sa nature, avec Poutine, et pas forcément le pire scénario, parce que cela assure que les Américains peuvent se concentrer sur le théâtre indo-pacifique. Dépenser moins sur le front est européen et puis se repositionner sur l'Asie. Est-ce qu'on peut imaginer, Gesine Weber, comme le disait l'un de nos invités juste avant, qu'en fait ils s'entendent avec Poutine par exemple sur la question du gaz. Les Européens achètent, les Américains exportent leur gaz de schiste. Il y a des terminaux méthaniers, y compris sur la côte française, et ils l'exportent 8 fois le prix du marché. Et que les Allemands qui sont avides de gaz russe, est-ce qu'on peut imaginer que Trump dise maintenant le marché du gaz, vous vous débrouillez, l'Europe se débrouille avec la Russie? Forcément, je ne le vois pas forcément, surtout parce que toutes les questions d'énergie sont aussi des questions qui sont réglées à Bruxelles. Et je pense qu'il serait très, très compliqué pour Trump d'imposer un choix stratégique sur les ressources à l'Europe. Donc, je pense, en général, si on a vu que l'Europe avait un levier très, très important depuis tout début de la crise en Ukraine, ou de la guerre en Ukraine, c'était surtout ces outils économiques. Et je ne vois pas comment Trump pourrait imposer aux Européens de revenir, par exemple, sur ces fonctions, de lever les fonctions contre le gaz. Et même dans ce contexte, oui, pardon. Donc, je ne vois absolument pas de scénario aussi où les États européens changeront tellement leur narrative d'une narrative et d'une approche qui est quand même très basée sur les sanctions contre la Russie et vont acheter du gaz russe dément. Ça me paraît complètement illusoire. Nous sommes avec Gesine Weber, chercheuse au sein du think tank German Marshall Fund of the United States, spécialiste de sécurité et de défense européenne. Certains dirigeants européens, je pense notamment à Emmanuel Macron, plaident pour une Europe plus indépendante en matière de défense. Avec Trump, est-ce que cette idée deviendrait non plus un choix, mais une nécessité? Complètement. Et en général, je dirais même qui que soit le ou la prochaine présidente de la Maison-Blanche, la nécessité de se défendre indépendamment des États-Unis est absolument une nécessité stratégique pour les Européens. C'est déjà ce qu'on a vu en 2016, c'est ce qu'on a vu aussi pendant la présidence Biden. Évidemment, l'Ukraine était une parenthèse où on a vu une unité transatlantique extrêmement forte, mais on est bel et bien conscient que les intérêts stratégiques principaux des États-Unis se trouvent en Indo-Pacifique. Et l'intérêt stratégique des États-Unis, en tout cas, ce que plaident les candidats, l'un et l'autre d'ailleurs, c'est l'économie. C'était une des priorités importantes pour les électeurs américains. Donald Trump, lui, avait annoncé des droits de douane très importants. Dans quelle mesure cela peut-il casser la prospérité économique européenne? C'est une très bonne question. En tout cas, on a vu au cours des dernières années que l'Europe aussi commence à vraiment utiliser ses outils économiques et renforcer sa propre politique industrielle. C'est par exemple aussi une tendance qui s'est renforcée en tant que réponse au Inflation Reduction Act. C'est un paquet de subventions pour l'économie américaine qui défavorise quand même tout ce qui n'est pas produit en Amérique, donc Made in America. Et pour cela, les Européens ont lancé aussi leur propre politique industrielle, ce qui était une approche assez inédite avant. Et je ne sais pas si Donald Trump, avec des droits de douane, pourrait casser l'économie européenne. Mais cela forcera... Il pourrait casser l'économie chinoise, en revanche, parce qu'il envisage de taxer à 60% les produits importés de Chine. Là, je ne suis pas sûre si ça pourrait casser l'économie chinoise, parce que je ne suis pas... cela va certainement engendrer des tensions entre les deux.
vraiment compliquer en général les relations. Une question qui sera très intéressante pour nous en tant qu'Européens est la question des sanctions extraterritoriales. Parce qu'il est bel et bien possible qu'il y aura des sanctions américaines contre la Chine qui vont aussi cibler les entreprises européennes qui maintiennent certaines relations avec la Chine. C'est-à-dire qu'une entreprise européenne qui a des relations avec la Chine, si jamais les États-Unis font des sanctions contre la Chine, ça impacte des entreprises européennes, vous dites. Si ces sanctions sont des sanctions qu'on appelle extraterritoriales, oui. C'est l'extraterritorialité du droit américain, ce qui est quand même un droit quasiment impérial. Hein. Oui. C'est très... Parce que nous, on n'a pas la même chose. On ne peut pas faire la même chose à l'égard des entreprises américaines, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, pour nous, en tant qu'Européens, ça nous force absolument de revenir sur nos politiques de commerce, sur nos politiques industrielles et aussi sur toute la question de souveraineté européenne. On en a déjà parlé en relation avec la défense, mais c'est aussi une question absolument cruciale en matière économique. On l'a vu avec la crise Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Si nous, en tant qu'Européens, ne sommes pas capables de produire des biens stratégiques ou critiques, dans ce cas, on est extrêmement dépendante et notre économie et la prospérité de l'Europe dépendent des autres. Merci beaucoup, Gesine Weber, chercheuse au sein du think tank German Marshall Fund of the United States, spécialiste de sécurité et de défense européenne, d'avoir été avec nous ce matin.